Bonjour à tous, bienvenue dans BFM Politique. On se retrouve bien sûr pour la suite de cette journée spéciale pour BFM TV et effectivement en compagnie de Jean-Luc Mélenchon, président du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, député des Bouches-du-Rhône. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Merci d'avoir patienté avec nous pour suivre cette séquence du président de la République de retour d'Argentine qui s'est rendu à l'Arc de Triomphe pour constater les dégâts, se recueillir sur la tombe du soldat inconnu, puis avenue Kléber pour échanger avec les représentants des forces de l'ordre et des commerçants. Alors avant de rentrer évidemment dans le fond du sujet pendant cette heure d'émission, qu'est-ce qu'elle vous inspire cette séquence, ces images? C'était utile, nécessaire, bienvenu que le président de la République... On vient déjà de passer une heure à regarder passer des voitures et saluer des policiers, donc disons que ça va, on a compris le message, le président veut donner une impression et... Quelle impression selon vous? Eh bien écoutez, je ne sais pas, parce que personne ne peut croire que ça s'appelle renouer avec le peuple français. De se déplacer à l'Arc de Triomphe sous une protection pareille, de malheureux policiers qui ont déjà dans les bottes plusieurs journées de mobilisation, ce panel absolument masculin de représentants de forces de l'ordre, alors que, comme vous le savez, dorénavant, il y a une mixité des forces de l'ordre. Que puis-je dire d'autre? Cette indifférence, il y a des gilets jaunes. Alors, il est peut-être pas très content de ceux qui sont là, ou il a des mauvaises informations sur eux, mais puisqu'il en est à saluer les policiers, il aurait dû aller à leur rencontre. Bah oui, aller à leur rencontre et puis peut-être échanger quelques mots. Je ne dis pas que ces choses-là se négocient sur les Champs-Élysées. Je crois qu'il y a de sa part une volonté de dramatiser, qu'en gros ça correspond à la stratégie qui est la sienne, c'est celle du pourrissement. Alors on va y revenir. Un mot quand même de ces images de l'Arc de Triomphe, ce lieu symbolique, ce lieu sacré en quelque sorte de la République. On pourrait dire cela, ces images, ces saccages, ces tags, qu'est-ce que ça vous inspire? Bah, personne n'est content de ça dans ce pays. Peut-être ce jour-ci moins qu'un autre, peut-être que vous ne le savez pas, mais le 2 décembre, le soleil se lève dans l'axe de l'Arc de Triomphe. Et savez-vous pourquoi? Parce que c'est l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, où quand même 40 000 Français ont laissé leur peau. Bon, personne n'est content de ça, mais en même temps, on pourra s'interroger sur les conditions qui ont conduit à ces scènes que nous voyons actuellement. Pour ma part, les échos que j'avais, c'était que plus personne ne pouvait sortir de cette place de l'Étoile, qu'elle avait été nassée, et que, en quelque sorte, ceux qui étaient là étant gazés, et on leur a beaucoup projeté d'eau, tournaient en rond. Alors au milieu, bien sûr, vous avez toujours une poignée d'énergumènes qui amènent les choses au-delà du raisonnable. Et donc je ne peux pas dire que ce soit des événements qui nous font plaisir. Non, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui s'est passé hier à Paris pour vous? Quel est le sens Écoutez, moi je ne veux pas entrer dans le jeu qui est celui d'un certain sensationnalisme médiatique et qui sert tellement les intérêts à la fois du gouvernement et des plus violents. Non, ce n'est pas l'image de ce qui s'est passé hier. Hier, partout, il y avait des mobilisations bon enfant, au Carrefour, dans les villes. Ici et là, des dérapages incompréhensibles. Et c'est là que sont pour vous les vrais gilets jaunes. C'est ça le sou. Vrai, faux. Vous savez, dans les gilets jaunes, c'est par nature un mouvement qui est extrêmement ample. Tout à l'heure, vous le disiez, qui brasse des gens d'opinion totalement différentes, mais qui sont à un moment donné fédérés autour de revendications qui paraissent essentielles. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Et vous avez un signe de la gravité de la situation, à un détail peut-être, mais qui est tellement parlant à mes yeux, c'est le nombre de femmes qui participent à ces mouvements. Quand les femmes se mobilisent, aujourd'hui, les femmes dans la société, ce sont les plus mal payées, les plus précaires, celles qui ont le plus de charges sur le dos. Elles sont donc quotidiennement dans des logiques de survie. Et lorsque, dans une logique de survie, vous décidez d'aller dans la rue, c'est que la lutte devient une logique de survie. Il faut bien que Macron comprenne ça. Il ne faut pas qu'il traite le problème à l'ancienne. Alors, on a les casseurs d'un côté, les représentants que ça arrange d'avoir là, comme fait aujourd'hui l'hebdomadaire macroniste JDD, il a sorti des modérés. Je ne sais pas comment il fait pour les trouver. On va en parler. Oui, des gilets jaunes modérés. Alors c'est parfait. Ils ont réussi à en auto-sélectionner comme ça. Tout ça est absurde. Il ne faut pas traiter la situation comme ça. Il faut la prendre dans sa gravité. Nous sommes dans une situation quasi insurrectionnelle. Il faut donc de la hauteur de vue, du sentiment de l'histoire. En ce moment, ce sont des pages de l'histoire de France d'une importance comparable à celle de mai 68. Vous avez remarqué que l'histoire bégait. En 68, De Gaulle était parti en Roumanie. Il était revenu précipitamment, comme lui d'Argentine. Ce sont des petits détails, mais ils montrent que tout ça doit être traité avec une certaine hauteur de vue. Donc le président a choisi pour l'instant le pire des scénarios, le pourrissement. Ce n'est pas ça qu'il faut faire.
Il faut donner raison aux Gilets jaunes pour faire baisser la tension et recommencer à discuter. Donc, donner raison aux Gilets jaunes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, déjà, écoutez, tout ça a démarré parce que le prix des carburants va augmenter brutalement. Ben, donc, il faut renoncer à la surtaxe. Moi, j'ai dit... Bien sûr, c'est aussi un clin d'œil. Je dis, si vous manque de l'argent pour boucler votre budget, eh ben, rétablissez l'impôt sur la fortune. Parce que c'est la même somme. Écoutez-moi bien, aujourd'hui, le scandale des scandales, c'est qu'on prend à des gens une somme de 3 milliards dont ils ne peuvent pas se passer pour la vie quotidienne, pour les donner à d'autres, un, qui n'en ont pas besoin, deux, qui ne l'ont pas demandé. Je vous interromps une seconde, pardonnez-moi Jean-Luc Mélenchon, oui, juste pour vous dire qu'à l'image, on voit quelques images de ce tour de table du président de la République, donc de cette réunion qui s'organise autour de lui, en compagnie d'une partie du gouvernement, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, le Premier ministre. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est une imagerie d'ancien monde. Alors ils sont là, ils se réunissent pour parler. Ils se réunissent pour quoi faire qu'ils ne sachent déjà? C'est quand même normal qu'ils se réunissent pour... Oui, tout sous les yeux des caméras, pour montrer qu'on se réunit, tout ça est assez... Vous avez été candidat à président de la République, vous seriez président de la République, vous traverseriez une crise, vous réuniriez les principaux membres de votre gouvernement pour en parler. Mais pas devant vos caméras. Pas devant les caméras. Non, et puis je prendrai les décisions qui permettent... la seule chose qui permet la vie en commun dans une société, c'est la démocratie. Il faut trouver le chemin par lequel la démocratie est rétablie. Vous devez comprendre ça. Le président est dans une attitude complètement idéologique. Il pense que la France est une start-up. Mais non, monsieur Macron, mais non. C'est la France, on est 65 millions, têtus, opiniâtres, mais raisonnables. Ce n'est pas une start-up. Vous ne pouvez pas diriger à la baguette 65 millions de personnes. Et vous devez tenir compte du fait que beaucoup de gens sont arrivés au-delà de la limite de ce qu'ils peuvent supporter. Il ne le comprend pas. Alors il choisit le pourrissement. Il pourrait choisir l'apaisement en disant, bon, d'accord, j'ai compris. Il pourrait faire ça. On annule la surtaxe. C'est peut-être ce qui va arriver. Eh bien, c'est ce que j'espère qu'il fasse. Mais je lui dis, dépêchez-vous, hein, parce que les heures qui passent, les gens se disent, ah mais tiens, mais comment ça se fait qu'il y a une surtaxe sur les carburants et pourquoi on nous maltraite et on dit qu'on n'est pas écolo? Alors les gens cherchent des réponses sur le plan de l'écologie, sur le plan des institutions. Vous le savez comme moi, tous les journalistes ont reçu en même temps que nous de longues listes de revendications des Gilets jaunes. Et on voit bien que ces listes se sont élargies. Et par conséquent, la troisième solution... C'est la dissolution. Eh bien évidemment. Pourquoi la dissolution? Je ne veux pas que ça paraisse comme un propos excessif. J'essaye d'entrer dans la logique de la situation pour essayer de lui trouver une issue positive. Le président dit, ah ben moi, je veux rien savoir, c'est comme ça et pas autrement, parce que c'est bon pour le pays. Fort bien, il est légitime, il a été élu. Les gens qui sont là disent, ah ben pas question, parce que nous, on ne peut pas arrêter de rouler. Vous avez donc un double pouvoir, une double légitimité, il n'y a qu'une manière de le trancher, c'est le vote. Alors, ça s'appelle la dissolution, voilà. Que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Alors il faut qu'il se dépêche de la dire. Parce que dans une démocratie, la clé de la vie en commun, c'est ça. On vote, puis après on s'incline devant le résultat du vote. Que voulez-vous faire? Alors, on va parler du sens de ce mouvement. Une dernière question, parce qu'il semble qu'une des décisions qui pourrait être prise, et je mets naturellement ça au conditionnel, à l'occasion de cette réunion autour du président de la République, ce serait le rétablissement de l'état d'urgence pour garantir la sécurité des Français. Ce n'est pas tabou, a dit hier le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Est-ce que rétablir l'état d'urgence, compte tenu des circonstances, ce serait une bonne idée? Vraiment, la pas bonne idée, quoi, par définition. D'abord, parce que l'état d'urgence, il faut que les gens le sachent, a été pour l'essentiel introduit dans la loi ordinaire. Donc il y a déjà des moyens incroyables de perquisition, d'assignation à résidence sans aucun contrôle. Enfin bon, bref, il y a des moyens considérables. Alors là, c'est la surenchère, on entend n'importe quoi. J'ai même entendu, ce qui m'a beaucoup surpris, un syndicat de policiers dire qu'il faut mettre l'armée. Alors l'armée, vous vous rendez compte, mais les policiers savent que le maintien de l'ordre, comme on dit, c'est une technique, c'est un métier, ça s'apprend. Ça n'a rien à voir avec le métier de militaire qui s'occupe d'autre chose. Le peuple français n'est pas l'ennemi des autorités qu'il a lui-même constituées. Donc on ne va pas mettre l'armée dans la rue pour faire quoi? L'armée, c'est pas son métier, elle ne sait pas le faire. Il faut sortir de cette logique de surenchère, de violence. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui de lutter contre les casseurs les plus déterminés? Est-ce que les forces de l'ordre n'ont pas été d'une certaine manière débordées hier? Pas d'une certaine manière, apparemment totalement. Donc peut-être qu'il y a des problèmes dans l'organisation. Mais moi, je ne veux pas jouer le sale rôle que les ministres macronistes ont joué dans le passé, qui consistait à décharger sur les policiers des responsabilités du commandement politique. Mais monsieur, moi je ne suis pas là pour parler de ça, je suis président d'un groupe d'opposition. Je fais mon travail de parlementaire. Et tout à l'heure, j'évoquais la dissolution. Permettez-moi d'évoquer une autre solution que nous avons dans notre main, nous les parlementaires.
nous allons déposer une censure. motion de censure au Parlement. Alors on me dit, ça ne sert à rien. Mais alors si la démocratie ne sert à rien, faisons autre chose. Mais en attendant, c'est un pouvoir qu'ont les parlementaires. Donc des gens sont sur des carrefours à se geler pour faire avancer leurs revendications. Ben, les parlementaires, eux, il faut qu'ils appliquent ce pourquoi ils sont là. Et nous serions, à mon avis, bien inspirés. Les communistes ont proposé cette motion de censure et je trouve que nous autres, les insoumis, de même. J'espère que les socialistes y joignent, mais j'aimerais que... Quand va-t-elle être déposée, Jean-Luc Mélenchon ? Dans la semaine prochaine. J'aimerais que le plus possible de groupes parlementaires, nous ne sommes pas d'accord entre nous, hein, je veux dire la droite, ceux qui siègent à gauche, nous ne sommes pas d'accord entre nous, mais qu'on dise, écoutez, ça ne peut plus durer comme ça, nous censurons le gouvernement, c'est tout le gouvernement qui doit tomber, et donc évidemment, ça mettrait à l'ordre du jour la question de nouvelles élections législatives, mais ça peut avoir d'autres formes, hein, bien sûr. Alors hier, vous écrivez sur votre compte Twitter, l'insurrection citoyenne fait trembler la Macronie et le monde du fric. Au fond, ce qui se passe aujourd'hui, fondamentalement, c'est positif. D'une certaine façon, oui. Ce qui n'est pas positif, c'est qu'il faille que les pauvres gens soient dans une situation pareille, parce qu'il ne faudrait quand même pas oublier de quoi on parle. Tout ça, là, c'est l'écume des choses. Si les décisions de M. Macron s'appliquent, les gens vont beaucoup souffrir quand vous êtes à 20 km de votre travail ou que vous avez 20 km à faire pour amener les gosses ou aller faire les courses ou aller... ça vous coûte 200 € par mois. Imaginez-vous que quand vous êtes au SMIC, c'est 1180 net, hein, 200 €, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Et tous ces gens au pouvoir n'ont pas l'air de réaliser. Ce mouvement, par conséquent, ça, c'est pas une bonne chose. Ce mouvement, ce soulèvement, d'une certaine manière, c'est ce dont vous avez toujours rêvé. Rêver. C'est comme si vous me disiez que je rêve des marées. Non, elles ont lieu, voilà. Eh bien là, c'est un mouvement insurrectionnel qui correspond à des choses, en effet, que j'ai décrites et annoncées dans mon livre L'ère du peuple. Et les caractéristiques, vous les avez sous les yeux. Présence des femmes, une grande volonté d'autocontrôle. Beaucoup de gens découvrent avec stupeur des regroupements où on contrôle tout et on veut absolument savoir que font les délégués. Vous avez vu que la rencontre avec le Premier ministre n'a pas pu fonctionner parce que le Premier ministre refusait que ça soit filmé. Alors le Premier ministre, lui, date d'une autre époque. Il ne comprend pas qu'aujourd'hui... Oui, il y a aussi une interrogation sur ceux qui étaient véritablement, et ça reste un sujet d'ailleurs, il les avait invités, alors, il faudrait savoir. Vous ne pouvez pas inviter des gens, puis au dernier moment dire vous ne représentez personne. Il faudrait savoir. C'est un de vos collègues d'ailleurs, je crois. C'est un journaliste qui était là, en gilet jaune, qui était un représentant des gilets jaunes, qui est venu parler, et puis l'État s'est ridiculisé. En tout cas. Non mais bien sûr. Mais je veux dire, l'État s'est ridiculisé. Mais pourquoi Monsieur Édouard Philippe n'est pas en soi un homme enclin au ridicule. C'est qu'il ne comprend pas la situation. Pardon de vous redire que si vous ne comprenez pas le caractère populaire ample de ce mouvement, vous ne comprenez rien. C'est la raison pour laquelle je me sens aussi à l'aise devant ce mouvement, parce que l'essentiel de ces revendications, c'est celle que nous-mêmes nous avons présentée à l'Assemblée nationale, qui était dans le programme L'Avenir en commun, et cette forme de participation populaire de masse me convient. Je voudrais encore juste, si vous, avec votre permission, illustrer un point. Regardez, pendant la campagne, j'ai proposé le référendum révocatoire. Vous vous rappelez, on a dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire c'est quand même quelque chose qui permettrait de sortir de l'impasse dans laquelle on est. Vous avez des gens qui crient Macron démission. Vous êtes un observateur politique. Vous savez aussi bien que moi que c'est un cri qui est extrêmement rare, car dans le passé, on n'a jamais entendu des masses de gens appeler à la démission du président de la République. Je ne dis pas s'ils ont raison ou tort, je vous dis c'est un fait. Eh bien, si il y avait une issue positive... Ça arrive dans les manifestations, une issue démocratique. Oh là là, écoutez, j'en ai vu des manifs, hein, et ici sur le plateau, celui qui en a le plus vu, c'est moi. Et je peux vous dire que les demandes de démission du président de la République, c'est vraiment pas très courant, c'est même pas du tout courant. Par contre, ma proposition permet une sortie démocratique. Ce qu'il faut tout le temps chercher, c'est partir de l'idée que le peuple français est intelligent. C'est pas une masse d'imbéciles qui comprennent rien à ce qu'on leur dit. Ils sont intelligents, ils sont cultivés, et quand on leur propose des sorties positives, ils les prennent, ils s'en emparent, ils s'en saisissent. C'est ce que j'espère pour notre pays. Alors, au sein de la majorité, on considère que certains responsables politiques, dont vous-même, avez en quelque sorte attisé ce mouvement, peut-être mis un peu d'huile sur le feu. Je vous propose d'écouter ce que nous disait ce matin Stanislas Guerini, c'est le nouveau patron, le nouveau délégué général de La République En Marche. On l'écoute et vous réagissez. Bien, je constate depuis des mois sa totale irresponsabilité. En réalité, son seul produit, c'est justement la colère, la peur. Ils ne font que surfer sur tout ça. Je n'ai pas envie de m'intéresser à ceux qui, en réalité, ne veulent pas le bien du pays. Ils veulent qu'on échoue. Et je crois que Jean-Luc Mélenchon est vraiment au cœur de cela. Alors,
Il vous reproche, Stanislas Guerini, de ne pas vouloir le bien du pays, c'est ce qu'il dit, mais de vouloir que lui et que les siens et que Emmanuel Macron, au fond, échouent. Vous êtes irresponsable, dit-il. C'est son avis. Pas de commentaire à faire. C'est pauvre, hein, ce qu'il dit. Parce que, et je sais pourquoi il le fait, parce qu'il est très mal. Tout ce que demandent les gens, nous l'avons proposé dans le débat budgétaire, qui vient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale. Le budget est reparti au Sénat, il va revenir à l'Assemblée nationale. Donc on pourrait changer beaucoup de choses. Toutes les propositions que les Gilets jaunes ont fait apparaître dans leur cahier de revendication, on les a présentées en amendement. Et La République En Marche a voté contre. Donc La République En Marche, ses députés, ses pompes, ses œuvres, son appareil et tout le tremblement, n'ont qu'une peur, c'est que les gens regardent de près à quoi ils servent tous. À quoi bon être 315 s'il n'y en a pas un qui est là pour dire, écoutez, ça va trop loin, on est en train de faire une bêtise. Donc ils chargent les autres. Bon, bah, c'est la vie, hein, c'est la polémique, mais dans le moment dans lequel on est, il faut essayer prendre de la hauteur. On parle de l'histoire de France, là. Les symboles extrêmement importants sont atteints. La présidence de la République, un monument célébrissime, la plus grande avenue du pays, des milliers de carrefours dans tout le pays. Donc il faut essayer de voir comment on peut régler ça. Et pardon de vous dire que je me sens pas si mal placé pour savoir comment régler quand j'entends que mon propre programme se trouve dans la rue. Oui. Et je n'y suis pour rien. Sauf que Jean-Luc Mélenchon, vous êtes d'accord, les gens disent Macron démission, ils disent pas Mélenchon président. C'est un mouvement qui n'aspire pas à ce que votre programme... les gens... Ah, ça, c'est pas sûr. Parce que les gens n'aspirent pas à ce que mon programme s'applique. Mais alors pourquoi le mettent-ils dans leur cahier de revendication? Bien sûr que si. Un programme, il faut, quand vous oubliez pas qui je suis. Je ne suis pas un politicien traditionnel. J'ai une vision de l'histoire. Vous avez eu une longue carrière politique assez classique. Vous avez été parlementaire longtemps, ministre. C'est ce qui donne du poids à ma parole, parce que j'ai vécu beaucoup de choses et j'en ai tiré le bilan. Et je sais très bien que dans les circonstances tendues, le changement vu d'en haut par une bande de gens qui appliquent une idéologie aveuglée, alors ça, je connais le résultat maintenant, je l'ai vu, appliqué à plusieurs reprises. Donc j'en ai tiré la leçon, c'est très important que cette implication populaire de masse dans la politique. Par conséquent, quand je vois ces événements, pas les images que vous montrez en fond d'écran continuellement derrière moi, des voitures qui brûlent, etc. Moi, j'ai jamais mis de ma vie le feu à une voiture. Hein. Et je suis absolument contre les stratégies de violence. Je l'ai toujours dit, écrit et théorisé. Donc, dans cette circonstance, je ne suis pas gêné du fait que ce mouvement porte mon programme, bien sûr. Mais ce programme, je ne l'ai pas sorti de ma tête. On ne l'a pas écrit à 10 sur un coin de table avec des têtes d'œuvre gouvernementales ou des technocrates. C'était déjà ce que la société avait produit. Les associations, les syndicats. Et on a fait un programme avec ça. Et vous voyez qui colle à la réalité. Donc je ne suis pas vraiment surpris que les gens maintenant le réclament. Sur la suite, Jean-Luc Mélenchon, comment est-ce que les choses, selon vous, doivent-elles s'organiser? Peut-être une question d'abord sur les Gilets jaunes eux-mêmes. On voit bien qu'une des difficultés de ce mouvement, qui est un mouvement spontané, divers, délocalisé, c'est aussi de ne pas forcément être toujours bien organisé pour pouvoir se représenter lui-même. Est-ce que vous l'invitez, ce mouvement? Est-ce que c'est utile à ce qu'il s'organise, qu'il se structure un petit peu, qu'il procède à l'élection de représentants? Est-ce qu'il lui faut un chef ou pas? Moi, je ne me mêlerai pas de dire faites ceci ou faites cela, ça irait contre l'idée que je me fais du mouvement. Non, mais le sens de ma question, c'était pour qu'on avance et pour que le dialogue puisse s'instaurer. Est-ce que ça peut être utile que les Gilets jaunes s'organisent et désignent des représentants? J'avais évoqué l'idée que les barrages dans les ronds-points élisent des délégués et puis qu'il y ait des assemblées de délégués. Par exemple, à La Réunion, dans l'île de La Réunion, qui est en état de blocage quasi total maintenant, ce serait une des solutions. Mais il faut surtout maintenant pointer la responsabilité du sommet. Enfin, on n'a pas élu des gens qui, à partir du moment où ils sont élus, considèrent que tout ce qu'ils disent est important et tout le reste est dérisoire. Donc c'est d'abord la responsabilité du pouvoir qui est engagée et qui doit apporter une réponse à ce mouvement. Voilà. Après, quelle était votre question? Est-ce que les gens ont raison ou est-ce qu'ils ont tort? Non, c'est le sens de ma question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils s'organisent? Est-ce que c'est utile qu'ils désignent des interlocuteurs? Vous vous rendez compte quand même, vous aimez l'histoire. Est-ce que vous croyez qu'il fallait dire aux gens qui se sont jetés sur la Bastille, dites donc, vous devriez vous organiser pour qu'on comprenne mieux ce que vous avez à dire? C'est comme ça. À un moment donné, le peuple français sort de son lit, et comme un torrent, comme un fleuve, et il emporte tout autour de lui. Le problème politique posé, ce n'est pas l'organisation des Gilets jaunes, c'est le pouvoir. Mais c'est ma réponse en tout cas. Le sens de ma question, c'était est-ce que ce serait utile? Alors si ce dialogue s'organise, si par exemple le président de la République décide, d'inviter les responsables des formations politiques à aller le rencontrer à l'Élysée pour discuter, s'ils mettent en place ce dialogue décentralisé un peu partout dans le pays, est-ce que vous irez à l'Élysée discuter avec Emmanuel Macron? Et deux, est-ce que les représentants de la France Insoumise participeront
un peu partout en France à ce dialogue avec des représentants de l'État, des Gilets jaunes, d'autres partis, d'associations, etc. Il y a un détail qui vous échappe, c'est que les Insoumis ils sont déjà sur tous les barrages. Les Insoumis, c'est un mouvement, c'est pas un parti, c'est pas une organisation pyramidale. Donc c'est des gens, ils ont voté Insoumis, puis après ils vont sur les barrages. Et pour eux, c'est la même chose. Hein. Pour certains d'entre eux, pour d'autres, c'est différent. Mais pour la majorité d'entre eux, ils sont déjà là. Donc il n'y a pas, pour moi, de difficulté à savoir ce qui se passe. Je suis très bien informé. Non, si le chef de l'État m'invite... Est-ce que vous êtes prêt à participer à cette discussion ? Moi, je veux bien aller discuter de tout ce qu'on veut avec M. Macron. Bien sûr que j'irai le voir. Et qu'est-ce que je vais lui dire ? Je vais lui dire, écoutez, vous ne pouvez pas en rester là. Faites voter, revenez sur votre décision, ne vous braquez pas. À la fin, ça devient une histoire de fou. Vous n'avez toujours pas compris que l'écologie, c'est global. Voilà ce qu'il n'a pas compris. Alors, il pense que parce qu'il a taxé l'essence, ça c'est ce qu'il raconte, parce que c'est même pas vrai. Sur l'argent qu'il prend sur l'essence, il y en a à peine 20% qui va dans la transition écologique. Donc c'est bien pourquoi je vous proposais tout à l'heure qu'il abolisse sa mesure et qu'il reprenne les impôts là où il y a des sous, c'est-à-dire dans l'impôt sur la fortune. Mais le président de la République doit comprendre que ce n'est pas une réponse écologique de dire aux gens « roulez moins » parce que les gens ne peuvent pas rouler moins. Il n'a toujours pas compris ça. C'est pas un choix, les gens ne montent pas dans la voiture parce que ça les amuse de se balader. Ils montent dans la voiture parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, parce que l'école est loin, parce que le supermarché est loin, parce que tout est loin et la vie a été organisée comme ça. Donc l'écologie doit être pensée comme un tout. C'est pourquoi moi je parle de planification écologique. Il faut organiser tous les compartiments. Et les gens, vous croyez que les gens n'ont pas compris, qu'ils se moquent d'eux ? Écoutez-moi, vous croyez qu'ils n'ont pas compris ? Alors moi, je veux bien participer à tout ce qu'on veut pour essayer de faire descendre la température, mais le fond du problème, c'est stop, arrêtez de vouloir faire les poches aux gens avec cette histoire d'essence. C'est absurde, ça ne fera faire aucun progrès écologique et ça rend malheureux tout le monde. Mais vous avez vous-même, lorsque vous étiez candidat à la présidence de la République, alors selon des modalités différentes, et on va en dire un mot. Tout est dans la modalité, mon cher. Préconisé la sortie des énergies carbonées et du diesel en particulier. Oui, en effet. Moi, j'avais marqué... Avec des taxes supplémentaires, mais que vous vouliez appliquer, si ma mémoire est bonne, aux flottes des entreprises. Voilà, alors c'était les flottes des entreprises, taxer les plus gros producteurs, mais je reste toujours dans la même idée. Mais si vous voulez... Ce qui n'est pas cohérent, c'est de dire aux gens, bon, allez, on va arrêter, on va sortir des énergies carbonées. Très bien, monsieur Mélenchon, vous avez raison, mais alors on va prendre quelle énergie? Alors j'entends par-ci par-là des gens dire, faisons des voitures électriques. Bon, très bonne idée. Qui va produire l'électricité? Avec quoi? Avec le parc nucléaire? Ou bien est-ce qu'il ne faut pas au contraire développer d'une manière spectaculaire et rapide les énergies renouvelables? C'est possible, la France sait le faire. Nous avons les industries pour ça, encore faut-il pas les vendre, comme ça a été le cas pour Alstom. C'est pourquoi je vous le redis, c'est un tout que la bataille écologique. C'est pourquoi une politique comme celle dont je me réclame, que j'appelle écologie populaire, j'ai retrouvé ça dans la bouche du président de la République, j'étais tout content, elle part d'abord de l'idée centrale. Écoutez-moi bien, ce n'est pas possible d'avoir une politique écologique avec le niveau d'investissement qui est nécessaire si le MEDEF et les capitalistes de ce pays continuent à se servir des dividendes plutôt que d'investir dans les machines, dans les process de production, dans les bonnes payes aux ouvriers pour qu'ils arrivent à vivre correctement. Ce n'est pas possible, vous le comprenez. Enfin, j'espère. Alors, on y reviendra dans un instant sur ces questions de fiscalité. Jean-Luc Mélenchon, dans quelques minutes avec Edwige Chevrillon. Tout de suite, on passe à la séquence politique au quotidien. Et à mes côtés pour poursuivre la conversation, Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien. Bonjour Olivier, bienvenue à vous. Bonjour Thierry, merci. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Pour revenir à ce que vous disiez précédemment, vous faisiez référence au référendum. On sait que c'est une proposition que Laurent Wauquiez aussi défend. Il essaie d'avancer un petit peu sur ce sujet-là. Les juristes et les Républicains sont en train de travailler là-dessus. Si demain il y avait une question qui était déposée par les Républicains, est-ce que vous la soutiendrez, est-ce que vous l'accompagneriez? Alors, ça va être rapide comme réponse. Nous ne nous occupons plus à l'Assemblée nationale des étiquettes quand nous votons. Nous regardons ce qu'il y a dans les textes. Si quelqu'un propose quelque chose qui correspond à ce qu'il y a dans notre programme, nous ne disons pas « Ah, c'est un tel qui l'a proposé, donc à cause de lui, on n'en veut pas ». Et c'est la raison pour laquelle il nous est arrivé à de nombreuses reprises de voter des amendements des autres, d'avoir d'autres d'ailleurs qui du coup votent pour nous, certains de nos amendements, et nous avons même déposé des recours devant le Conseil constitutionnel ou présenté des amendements en commun, par exemple sur ce qu'on appelle le verrou de Bercy, c'est-à-dire l'autorité pour Bercy de bloquer une enquête financière. Eh bien nous avons présenté des amendements en commun, même avec le MoDem, c'est pour dire. Donc ce n'est pas l'émetteur, c'est l'émission qui compte. La question, elle pourrait être laquelle?
Je ne sais pas, demandez-le aux Républicains. C'est vous qui me dites si. Elle peut porter sur le... Prenons un exemple. Nous allons avoir la semaine prochaine ouais. une motion de censure qui va être déposée par les communistes, les insoumis, sans doute les socialistes. Eh bien, par exemple, les Républicains pourraient la voter. La dernière fois, ils ne l'ont pas votée. On ne sait pas pourquoi, hein, parce qu'eux-mêmes avaient une motion de censure. Alors, qu'est-ce que ça pouvait être comme problème que de voter la nôtre? D'ailleurs, nous avons voté la motion de censure, non seulement celle que nous avions déposée, mais aussi celle des Républicains, ce qui est l'illustration de ce que je viens de vous dire. C'est le contenu qui compte pour nous. Donc là, dans le moment, le plus important, c'est d'arriver à voter la motion de censure. Et je vais dire aux gens de la République En Marche, depuis ce plateau, vous nous avez assez, comment dire, tympanisé avec le renouveau, la démocratie partout, la nécessité de changer le vieux monde. Ben, c'est le moment ou jamais. Si vous votez la censure, on peut retourner aux urnes. Si vous n'avez pas peur des urnes, alors faites-le. Chaque député de la République En Marche a la possibilité de dire quelque chose qui ne revient pas à se désavouer, mais qui consiste à dire « bon, d'accord, on retourne devant le peuple et c'est le peuple qui décide ». On a vu ces images de violence défiler sur nos écrans. Au-delà de ces images qu'on a vues sur la journée d'hier, plus globalement, ça fait déjà un mois que Christophe Castaner est aux commandes du ministère de l'Intérieur. Comment trouvez-vous qu'il gère cette crise? Est-ce que la maison Beauvau est-elle bien tenue? Ce n'est pas M. Castaner qui compte dans cette affaire. Bon, l'essentiel d'ailleurs du ministère de l'Intérieur est structuré par la haute fonction publique policière, que le gouvernement a beaucoup traumatisé en lui rejetant toutes les responsabilités de l'affaire Benalla sur le dos. Ils ont cherché à politiser très vite, en fait. Dès la journée du 17 novembre, ils s'en prenaient notamment au groupuscule d'extrême droite qui aurait été alimenté par Marine Le Pen. Oui, oui. Ils ont essayé de mettre très vite... Je ne m'attarde pas trop sur M. Castaner parce qu'il est très politicien. Tout le monde a compris que c'était ridicule. La semaine dernière, il s'en prenait à l'extrême droite. Cette semaine, il s'en prend tantôt à l'extrême gauche, tantôt à moi. C'est pas sérieux. Dans une situation comme celle-là, il fait un mauvais service après-vente de l'intervention des forces de l'ordre, mais c'est pas lui l'homme qui compte. Celui qui compte, c'est le président de la République. Qu'est-ce qu'il choisit? L'affrontement ou la démocratie? Justement, Jean-Luc Mélenchon, il y a cette réunion qui est en cours. Selon vous, à sa place, puisque c'est une place à laquelle vous avez aspiré, que doit dire Emmanuel Macron, là, aujourd'hui, aux Français, au moins dans un premier temps, pour calmer les choses et faire redescendre la température? Il doit leur dire la surtaxe sur les carburants est annulée. Par conséquent, si elle est annulée, on peut discuter de la manière d'organiser... Même pas un moratoire alors? Pas de moratoire, on annule? Eh bien oui, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre? Ses prédécesseurs ont fait comme ça. Ses prédécesseurs, M. Chirac ou d'autres, chaque fois qu'ils ont été dans une impasse, ils ont un sentiment démocratique, ils disent bon, ça passe pas, apparemment tout le monde est mobilisé. Vous vous rendez compte de ce que ça représentait pour les gens de passer des heures comme ça sur les barrages en semaine, le week-end? Beaucoup de gens ont fait preuve de courage, de détermination, et c'est des braves gens, ils sont gentils, les voitures qui passent, ils passent du café aux gens, enfin, tout ça c'est dans une ambiance comme ça. Il doit les respecter, il doit dire bon, je comprends que... je comprends qu'on ne s'est pas compris, c'est ça qu'il doit leur dire. Et donc, il annule la surtaxe. Et puis à partir de là, la vie reprendra peut-être son cours. Mais s'il le fait trop tard, ça servira à rien. Alors justement, il doit les respecter, c'est ce que vous dites. Vous avez employé tout à l'heure aussi le mot de pourrissement de la situation. Vous étiez hier à Marseille. D'ailleurs, pourquoi vous étiez à Marseille, finalement pas à Paris? Parce qu'on avait compris au départ que vous deviez être présent sur les Champs-Élysées. Peut-être que je ne suis pas obligé de tenir compte de ce que vous avez compris. D'accord. Je suis le président d'un groupe parlementaire et je participe à l'animation d'un grand mouvement. On a pensé d'abord que c'était normal d'être là où les choses se passent d'une manière un peu visible, dans la capitale. Et puis on a eu la discussion, et on a dit non, c'est une erreur. Il faut qu'on soit partout, tous dans nos circonscriptions, si on peut, ce jour-là. Et donc, pour moi, c'était déjà... la consigne s'applique à moi aussi. Donc ça voulait dire être à Marseille. Mais surtout, il y avait à Marseille un événement qui méritait d'être observé de près. C'est la conjonction des Gilets jaunes, du mouvement syndical salarié, des lycéens qui ont bloqué leur lycée et qui participaient, et des personnes qui ont été expulsées de leur logement, comme vous le savez, à la suite de la grande crise des logements qui s'effondrent à Marseille. Donc il y avait quelque chose, et tout ça avait lieu dans ma circonscription. Alors honnêtement, les gens auraient pu dire, dis donc, mais qu'est-ce que tu fais à Paris? C'est ici que ça se passe, c'est dans ta circonscription. J'y étais très bien, comme vous l'avez vu, et j'ai appris beaucoup de choses en regardant. Alors justement, depuis Marseille, pour revenir à cette image du pourrissement que vous évoquiez, vous avez dit devant les caméras, le pouvoir veut un grave incident, un petit jeu qui consiste à effrayer le pays. Est-ce que vous allez jusqu'à accuser justement le pouvoir d'instrumentaliser ces violences? Alors, de l'instrumentaliser politiquement, c'est absolument sûr.
Ce que je ne veux pas que l'on me fasse dire, c'est que le pouvoir aurait organisé la violence, parce que je n'ai aucun moyen de le prouver, et ce serait une accusation sans preuve. Il y a beaucoup de gens qui le disent, hein, je vous le fais remarquer, qui disent c'est curieux comment ça s'est passé à l'Étoile, moi je n'y étais pas, et les informations que j'ai sont extrêmement diverses. Bon, par contre, l'utilisation politique par le pouvoir, oui, c'est clair, parce qu'il ne parle que de ça. On dirait que le sujet en France, c'est la violence aux Champs-Élysées. Non, le sujet en France, c'est pourquoi des milliers et des milliers de gens ne veulent pas que les carburants soient augmentés parce qu'ils n'en peuvent plus et qu'ils sont à la limite de ce qu'ils peuvent supporter socialement. C'est ça le sujet. Aussi, hein, avec passer le message. Pas l'Arc de Triomphe. Vous faisiez référence tout à l'heure aux propos que vous avez écrits sur votre billet, sur votre blog vendredi, hein, le fait que selon vous, le programme des Gilets jaunes, finalement, c'est le vôtre. Il y a quand même une élection intermédiaire. Pas tout, hein. Pas tout, non, bien sûr. Mais beaucoup. Bien sûr, non, beaucoup, voilà. c'est vrai. On peut se retrouver. Il y a quand même eu une élection partielle, il y a quelques jours, dans l'Essonne, où la France Insoumise, quand même, était en position de gagner cette circonscription. Ça n'a pas été le cas. Vous avez écrit vous-même sur votre blog, peut-être ne sommes-nous pas exempts de responsabilité dans la difficulté à mobiliser. Manifestement, il n'y a pas une grande envie de France Insoumise. Pourquoi, Jean-Luc Mélenchon? Je n'ai pas dû écrire qu'il n'y a pas une grande envie de France Insoumise. C'est moi qui poursuis. Non, mais parce que vous pourrez croire, vous citiez. Hein, non, mais quand on cite, il faut dire quand s'arrêtent les guillemets. Je ne vais pas vous en vouloir parce qu'il m'est arrivé, moi, d'oublier des fois des guillemets. Et ensuite, on m'a pourchassé pendant des années avec ça. Non, mais ça, voilà, ça laisse moi, je pars des réalités. Je ne passe pas mon temps à dire c'est la faute des autres. Bon, il y a une énorme abstention là-bas. Dans cette élection partielle, c'est quand même incroyable. On est en pleine crise sociale et vous avez que 17% de gens qui vont voter. Alors ça prouve que le pays est en état de grève civique. Bon, ça c'est la première chose. Mais après nous-mêmes, on doit aussi se poser des questions. Est-ce qu'on a tout fait ce qui était en notre pouvoir pour motiver les gens à aller voter? Alors j'ai pointé des erreurs qu'on a fait, mais je le dis en toute amitié, pour ceux qui les ont fait, qui se sont dévoués dans cette campagne. Il y a quand même une espèce de vieux mythe, en tout cas là-bas dans cette circonscription, on a parlé de gauche rassemblée, c'était le grand titre. Ben, c'est une erreur, parce que la gauche rassemblée, c'était précisément le slogan du maire d'Évry qui se présentait sous l'étiquette La République en marche. Pardon pour nos téléspectateurs qui ne connaissent pas les aventures de la vie politique à Évry, mais la gauche rassemblée à Évry, c'est la confusion. Là-bas, il y a des partis d'opposition et des partis de majorité. Il fallait être l'incarnation de l'opposition. Mais c'est facile à moi de le dire après coup et de l'extérieur. Mes amis sur le terrain ont fait du mieux qu'ils ont pu. Mais pour un démocrate, l'art politique ne consiste pas seulement à pavoiser dans les réussites. Il faut aussi savoir assumer les échecs, les reconnaître et les analyser. C'est dur d'être un chef de parti, de faire de la politique en ce moment, avec ce mouvement qui veut échapper à tout prix, justement, à cette politique. Ce mouvement, il ne peut être ample qu'à la condition de n'appartenir à personne. Et comme moi, je souhaite que ce mouvement aboutisse et réussisse, il suffit de lire tout ce que je peux écrire depuis au moins 2 ou 3 ans sur les processus de révolution citoyenne. Moi, ça me convient. Ce n'est pas difficile d'être un responsable politique quand votre programme est porté par des milliers de gens dans la rue et quand, pour l'essentiel, vos amis sont comme des poissons dans l'eau dans le mouvement. Moi, ma vie n'est pas dure en ce moment, hein, je vous le promets. La vie n'est pas dure. Pourtant, on a beaucoup parlé de la France Insoumise ces derniers jours, avec des mots qui reviennent, une crise au sein du parti. Il y a eu... D'abord, c'est pas un parti, ça commence. C'est un mouvement. Ah bah oui, voilà. Ça fait une grosse différence. C'est un mouvement. On n'en a pas beaucoup parlé. On en a surtout parlé dans Le Parisien, qui est un journal qui nous est hostile, puisque vous n'avez pas publié un article. Non, mais attendez, pourquoi je dis hostile? C'est pas pour vous être désagréable, mais c'est pour dire qu'au moins de temps en temps, vous pourriez faire un article qui dit tiens, c'est intéressant ce qu'ils disent, ou tiens, ils ont une méthode qui est un peu nouvelle. Non, vous faites que des articles à charge. Donc on en a parlé dans votre journal. Non, dans toute la presse écrite. Bref, juste une question par rapport à ça. Il y a eu un certain nombre de départs quand même par rapport à la constitution de la liste aux européennes, avec des personnalités qui reprochent un fonctionnement clanique de votre mouvement. Qu'est-ce que vous répondez à ces gens qui vous disent cela? Je vais répondre. Je vous remercie d'abord de me poser la question. Il s'agit de 5 personnes. Nous sommes 500 000 au mouvement. Ce sont des personnalités de votre mouvement. Oui, des personnalités, il y en a plein. Vous savez combien il y avait de candidats? 700. Voilà, non, 632. Ah, pardon. 632 candidats. On a donc trié 632 personnes dont vous admettrez avec moi, juste un instant, qu'elles sont d'égale dignité. Elles apportent toutes quelque chose à la vie. Bon, on a créé un comité, fonctionnement clanique. Les mots que vous employez sont forts. Le clan, en l'occurrence, a consisté à faire un comité électoral de 32 personnes, dont 18 sont tirés au sort. Et je ne me suis jamais mêlé de la liste. Les gens dont vous parlez, les 5 là, ils ont passé leur temps à m'envoyer des messages pour dire tu dois intervenir, ça ne peut pas se passer comme ça. Ils sont 5, ils veulent être dans les 10 premiers. Monsieur, je vois que vous vous intéressez de près à nos affaires, donc dites-moi quelles sont les 5 personnes qui, à votre avis, doivent être retirées de la liste pour qu'on puisse y mettre les 5 précieux
messieurs dont vous me parlez. Les deux qui étaient sur la liste n'étaient pas en position éligible. Les deux qui ont été évincés cette semaine. Oui, peut-être que ceci explique cela. Bon. Merci Olivier. On va être rejoint dans un instant par Edwige Vous Chevrillon. aviez la tâche difficile d'amener de la politique qu'on au peut, milieu de grands événements. y a pas de souci. J'ai essayé de vous rendre la chose agréable. Alors on va revenir sur ces grands événements et avec Edwige Chevrillon dans un instant. On va notamment parler écologie et fiscalité. Oui. Jean-Luc Mélenchon, le temps qu'Edwige nous rejoigne, un commentaire quand même sur une image. On parlait tout à l'heure de cette image de l'Arc de Triomphe et on a vu aussi, et c'était important de le rappeler, de le préciser, ces gilets jaunes qui étaient autour de la tombe du soldat inconnu et qui en quelque sorte, l'ont protégée. Pour qu'elle ne soit pas dégradée. À ce moment-là, vous pensez quoi? D'abord que j'aimerais bien que vous montriez aussi des images plus sympas. Ça, c'est bien déjà de montrer des gilets jaunes en train d'essayer de faire une protection autour de la flamme. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, personne ne peut être content que les choses tournent mal dans un lieu qui est un peu symbolique de la France elle-même. Bon. Même si, bien sûr, les guerres ont toujours été un sujet de grandes discussions entre Français. Mais disons que c'est un symbole commun. Donc personne n'est heureux quand un symbole commun est maltraité. Voilà ce que j'ai à en dire. Et je vois qu'il y a ces gens autour qui essayaient de montrer que, bon, ils voulaient marquer l'appartenance en commun à tout ça. Voilà ce qu'il y a à dire. Il n'y a rien de plus. Et puis, ils ont aussi aidé des commerçants à s'abriter. Ils ont aussi aidé des policiers qui ça étaient... prouve que, oui, j'ai vu une vidéo où on voit des gens ramasser un policier. Le malheureux était tombé. Et il aurait été tout à fait détestable qu'il soit malmené. Il y a eu des choses très douloureuses. Les grilles du jardin de Rivoli sont tombées sur un homme qui est en très mauvais état. Il y a eu un jeune à Nantes qui a une main arrachée par une grenade. Il y a des policiers qui ont pris des mauvais coups. Donc bon, personne ne peut souhaiter que ce soit comme ça, que l'affaire se règle. J'y reviens. Ou bien Macron cède et dit j'annule les taxes et je rétablis l'impôt sur la fortune pour payer le manque à gagner, ou bien il va au vote, mais par pitié, ne jouez pas le pourrissement, monsieur Macron, ne jouez pas le pourrissement en comptant sur des images de violence pour faire peur aux gens, parce que ça marche pas. Les gens n'ont pas peur, ils aiment pas, mais ça les fait pas reculer. Alors, renoncer à la taxe, quelle fiscalité mettre en place, quelle politique écologique également, c'est à vous. Edwige Chevrillon, BFM Business, bienvenue. Merci Thierry. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour madame. Vous avez dit le programme des Gilets jaunes, c'est le programme que moi j'avais mis en place. Vous vous rappelez, vous m'aviez demandé de venir commenter et vous challenger sur le programme économique en l'occurrence. Et j'ai envie de dire, on a un peu l'impression que la conversion écologique que vous aviez au moment de votre candidature à l'élection présidentielle, elle s'arrête un peu sur le prix du carburant. Parce que là, vous me dites, on vous a écouté, là, vous nous dites qu'il faut supprimer la taxe sur les carburants. Si elle a cette taxe sur les carburants, c'est peut-être qu'on utilise moins sa voiture. Oui, voilà. Eh bien, écoutez, madame, expliquez-nous comment, et on sera d'accord. Si vous habitez dans un village où l'école est à 5 km, où vous devez aller au supermarché qui est à 10 km, où vous devez aller à Pôle emploi, etc., comment vous faites? Non, mais j'ai compris, madame. Vous dites qu'il faut y aller à pied. Madame, c'est bien ce que vous me dites, il faut y aller à pied? Non. En vélo? Non. À cheval? Mais moi, j'ai jamais dit qu'il fallait proposez? supprimer. Ah, ben non, mais c'est vous qui venez de dire à l'instant. Eh bien, alors vous êtes plus écolo parce que les gens vont continuer à rouler. Mais ma pauvre dame, j'ai juste envie de vous dire, ils ne peuvent pas faire autrement. C'est ce que je me tue à dire depuis le début. Si l'écologie doit consister à exiger de gens des choses qu'ils ne peuvent pas faire, on a perdu d'avance. Et puis, c'est pas sérieux. C'est pas par ce bout-là qu'on prend le problème de la sortie des énergies carbonées. Oui, mais vous aussi, vous étiez pour la sortie du diesel. Je m'en souviens très bien. Donc là, vous dites, comment fait-on pour dire aux Français, utilisez-moi votre voiture? Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est pas comme ça. Les Français renonceront jamais à leur mobilité. Oui. Et c'est incroyable, c'est vous la libérale, c'est pas moi. Oui. Mais les gens, c'est comme ça, c'est leur liberté. Ils assimilent leur véhicule à leur liberté, on peut le comprendre. Oui. Bon, donc ça se respecte. Tout à fait, oui. Donc moi j'ai dit, il faut sortir du diesel, puisque vous êtes sur le diesel, les énergies carbonées, c'est beaucoup plus... On va y venir, parce que, bien sûr. Il faut sortir du diesel. On commence d'abord par surtaxer les flottes des grandes sociétés qui sont au diesel, parce qu'eux, ils ont les moyens de changer la voiture tout de suite. On doit ensuite taxer les grandes compagnies pétrolières qui font des profits incroyables, parce qu'eux, ils peuvent mettre la main à la poche pour payer la transition écologique. Pourquoi vous allez prendre 3 milliards à des gens qui ne peuvent pas s'en passer, pour les donner à d'autres qui peuvent s'en passer? Vous ne pouvez pas enlever ça, madame. Oui, bien sûr, mais vous comment êtes économiste.
économiste. On va revenir sur l'ISF. Je suis journaliste. Comment on va Comment... Non mais vous êtes journaliste et Oui. économiste, Comment c'est votre domaine de compétence. Bien sûr. Donc Comment... vous savez comme moi Ça y est. que les 3 milliards qui ont été pris à ces gens servent à mettre d'équilibre un budget dans lequel on a retiré 3 milliards pour donner 1 million par tête de PIB aux 100 personnes les plus riches du pays. Tout ça est absurde. Oui, alors, moi Bon, ce que vous je dis, dites oui, c'est déjà ça. Je voudrais essayer de comprendre cette augmentation de taxes sur les carburants. Donc vous dites, il ne faut plus de taxes sur les carburants. Jusqu'où vous allez, vous voyez, dans votre J'ai pas raisonnement? dit ça, moi. Il y a des taxes sur les carburants, il y en a, mais on est dans un moment où une augmentation de ce type revient à prendre pour quelqu'un qui a 20 km à faire par jour 200 €. Bah, mettez-vous le SMIC, 1184 moins 200, ce que ça donne. Bon, et ben ça vous amène à quoi, les gens? Ça vous amène en dessous du seuil de pauvreté tel qu'il est reconnu par les organismes internationaux pour la France. On C'est pas s'arrête sérieux. avec le niveau de Madame, c'est taxation. même plus de l'idéologie ce que je suis en train de vous dire, c'est juste du bon sens. Oui. Est-ce que ça veut dire que la taxation sur les carburants, on s'arrête aujourd'hui? Parce que c'est déjà, je veux dire, on a le prix de l'essence le plus cher d'Europe en France. Parce que les C'est taxes pas la sont bonne très lourdes. méthode. Pas Où est-ce le qu'on plus cher, s'arrête? mais un des plus chers. Un des plus chers Oui. en Union européenne. Bon, ben on remplace les véhicules. Je vais Mais quand il y a même vous la prime dire à la que- conversion. Vous allez Mais voir, oui, j'essaie la d'avoir conversion. votre... Mais il y a quelque chose qui colle pas dans... Moi, qui colle pas dans ce que dit M. Macron et tous les gens qui l'entourent. Ils ne comprennent pas. Ils disent, on va vous aider à changer de chaudière. Ouais. On va vous aider à... Mais ils ne comprennent pas que les gens ne peuvent rien changer du tout parce qu'ils sont pris là. Et que la somme qu'ils leur proposent éventuellement de leur donner, elle vient en complément d'une autre somme que les gens devraient amener et qu'ils n'ont pas. Donc, les gens ne comprennent rien à ce qu'il dit et ça les rend enragés. Ça veut dire, de dire, ils ne Jean-Luc comprennent rien à ce Mélenchon, qu'on vit. il Les faut gens sont dans changer une... Pardon. Ça veut dire qu'il faut changer de Complètement de braquet et de... Il faut de meilleurs salaires, il faut- il faut de meilleurs minima sociaux, voilà les choses simples avec lesquelles les gens ordinaires font leur petit va bonheur. revenir Mais ce évidemment n'est sur pas le augmenter SMIC. la prime à la conversion, ce n'est pas augmenter les primes pour les chaudières, c'est le revenu global. Et s'il y a des sous pour faire tout ça, convertissons, mais c'est pas ça le précisément. sujet. Non, mais- Si vous voulez sortir des En ce moment, il y a la voitures... COP24 qui vient de s'ouvrir. Vous savez, la conférence sur le climat qui s'était passée en France avec l'accord de Paris. On voit bien qu'il y a une urgence climatique. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez, vu l'état de la France, vous abandonnez Le toute contraire. conversion écologique? Le contraire, mais avec une toute autre méthode. Non, mais Ouais. c'est le contraire. Moi, je propose de prendre l'affaire à bras-le-corps et de dire maintenant, on organise la transition écologique. Donc, article 1, comment on fait la transition énergétique? Il nous faut mettre des milliers d'éoliennes en mer, des milliers d'hydroliennes sur les fleuves de France. Avant, ça s'appelait des moulins. Pour ça, il faut Mais des en sommes attendant, considérables vous êtes pour les d'accord, investir. en Attendez, attendant, madame, ça va laissez-moi terminer. augmenter le prix de Cela fera l'électricité. travailler Donc, on se des retrouve avec la millions même de équation. gens qui iront au travail, qui auront des salaires, qui vont donc, à partir de là, relancer l'activité générale. Après, nous devons modifier tous les compartiments de la C'est ce que vient production, les d'annoncer déchets, Emmanuel Macron la dans sa manière PPE. d'emballer. Pardon? C'est ce que vient d'annoncer Emmanuel Macron. C'est quand même un investissement considérable sur les énergies renouvelables. Ah bon? Mais en attendant, Mais vous le prix de plaisantez, l'électricité, il va augmenter. Bah non. Non, vous c'était mardi plaisantez. sans grand C'est pas, espoir. il met pas une somme considérable sur la transition écologique, il met rien du tout. milliards. Dans tous les ministères qui ont à voir avec l'écologie, tout baisse. Le nombre de personnes et les moyens de récupérer de l'argent, il les fait baisser. Écoutez, c'est quand même les gouvernements qui sont succédés, lui en par particulier, rapport- qui diminuent le Jean-Luc nombre de Mélenchon. contrôleurs du fisc au moment où on a Toute dernière 100 question. milliards de Ouais, fraude toute fiscale. dernière question, parce qu'après, effectivement, il y a le SMIC, il y a l'ISF, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Bah oui. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est Non, quelles sont qu'est-ce les qu'ils en mesures. font Qu'est-ce qu'ils en font? Ça, c'est sûr. Eh bien, on pourrait leur poser la Et puis question. surtout, On faut-il vous a le donné 3 rétablir? milliards, qu'est-ce que vous en avez fait? Voilà. Rien. Et Ils se c'est sont Juste des servis. mesures concrètes par rapport à la voiture, l'utilisation de la voiture, changement de voiture. Qu'est-ce que vous préconisez? Je n'ai pas compris. Le cheval, le bourricot, Ben, je sais la pas. bicyclette Non, ou aller mais à je- pied. Enfin, ouais. écoutez, soyons sérieux. Qu'est-ce que je préconise? Je préconise qu'on roule dans d'autres conditions, ça prend du temps. N'allez pas raconter aux gens que c'est parce que vous les taxez qu'ils vont rouler moins, ce n'est pas vrai. On peut mettre d'autres véhicules, on peut les alimenter différemment, on peut faire des véhicules à hydrogène, c'est une ressource naturelle, facile à fabriquer. On peut faire des véhicules électriques à la condition d'avoir fait la transition énergétique. Parce que pour 1 million de voitures électriques, c'est une centrale nucléaire, c'est ça que vous voulez? Donc il faut aller Une plus centrale lentement. nucléaire de plus? Bien sûr que non. Donc il faut plus, Puisqu'on en est à les donc, fermer. il faut plus de temps. Il faut plus de du temps, temps, plus mais il faut lentement. surtout une vision globale et tout prendre en même temps. Nous autres, les Français, nous sommes capables de changer des choses en un temps record. Nous sommes une nation technicienne. Rappelez-vous qu'on a installé le nucléaire en 10 ans. Donc c'est bien le diable si en 5 ans, on n'arrive pas à réduire toutes ces productions anti-écologiques. Ce n'est pas si compliqué que ça à faire. Alors, La géothermie, c'est compliqué à faire? Non, et ça Ben marche, oui, ça c'est commence à compliqué. marcher. Vous savez pourquoi? Bah, Parce qu'il faut des aciers fins. Vous savez où sont les aciers fins? Eh ben, ils sont plus produits dans la vallée de la Fench. Tout se tient. Bon sang, c'est moi qui ai raison depuis 10 ans.
10 ans. Et voilà le résultat où ça mène Jean-Luc des petits Mélenchon, trucs ponctuels, où on refuse de voir les Tout ce choses que dans vous leur dites. globalité. Tout ce que vous dites, la seule chose, c'est qu'effectivement, on se rend compte que ça sera plus long que, en tout cas, l'accélération que souhaitait le gouvernement. Il a visiblement été un peu trop Il y a vite. intérêt à se On est dépêcher, bien hein, d'accord. parce que le la climat, lui, il n'attend pas. Hein. Jean-Luc Mélenchon, l'ISF, vous dites qu'il faut le rétablir, l'ISF. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution à cette crise? C'est pas forcément demandé, du reste, dans le programme des Gilets jaunes. Si, il y en a. Des modérés, il y en a. Oui, oui, Voilà. oui, oui. Et pas celle dont on parle Moi, j'ai aujourd'hui, pris l'ISF, madame, oui. parce que je suis un militant, j'essaye de montrer que c'est Justement, possible. oui. Non, mais j'essaye Oui. de montrer que c'est possible. On nous dit, il va manquer 3 milliards dans le budget de l'État. Je dis, vous les Bon, trouvez non, là, ils y étaient. On n'est plus à ça près, oui, on n'est plus à ça près. de toute manière. Comment on n'est plus à ça près? Bien sûr que si, on essaye quand même de faire des choses qui tiennent debout. Mettez-vous à la place d'un très Et riche et justement, est-ce que difficile c'est pour pas de vous. l'idéologie sur l'ISF? Parce que si les Gilets jaunes ne demandent pas forcément tous, alors c'était des Gilets jaunes modérés, nous sommes bien d'accord, tous ne demandent pas... Vous avez trouvé des nuances, des gilets jaunes modérés, des Oui, excessifs, c'était la des- tribune dans le journal du dimanche. Non, en donc vous voulez l'occurrence. dire les gilets jaunes compatibles avec le JDD, c'est pas pareil. D'accord. Oui, on n'est pas là pour faire Ouais. le procès du journal du dimanche. qui est Non, mais un c'est journal vous qui alors, le... Mais moi, je fais pas le procès. Je constate qu'un journal a découvert des gilets jaunes modérés. Je les félicite. Ils les ont élus, je suppose, d'une manière clanique. La principale revendication, c'est l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est Oui. la suppression de la Voilà. taxe carbone, vous avez raison. Là-dessus, on est là, ce sont des revendications des Gilets Oui. jaunes. Plus que le rétablissement de l'ISF. Mais il ne faut pas que ça vous rende malheureuse. Moi, j'en sais rien. Je Moi, propose de rétablir l'ISF parce qu'ils ont les moyens. On leur donne 1 million. Les 100 personnes les plus riches du pays ont pris 1 million. Est-ce qu'elles les ont demandées, madame? Pardon, je voudrais vous poser la question. Est-ce que vous vous souvenez de Carrefour bloqué par des millionnaires en train de dire « ça suffit, nous attendons avec impatience de pouvoir investir, donc s'il vous plaît, rendez-nous l'ISF ». Mais vous avez vu, Non, Jean-Luc c'est- Mélenchon, Et d'ailleurs, pardon, les gens qui ont pris cet argent, ces 3 milliards, n'en ont pas mis un copec Alors, dans la justement, production réelle. Il y a un député, Vous le savez comme il y a moi, un ça. député Bruno Bonnel, donc, qui est élu chef d'entreprise, hein, Ah, du quand reste, La c'est République M. en marche. Bruno Bonnel, c'est intéressant, mais comme c'est Mélenchon, non. Non, pas du il tout. dit comme moi, il dit qu'il très faut bien, je suis regarder content. si effectivement la théorie du ruissellement a produit ses effets. Mais madame, Donc, vous le savez, vous connaissez la réponse parce que vous passez votre vie à étudier ça. Vous savez très bien que c'est pas vrai, que ça n'a pas ruisselé. Ça a Que été bon ces pour gens, l'image au de la lieu de le France. mettre dans la production réelle, l'ont mis, c'est normal, ils essayent de valoriser leur capital. Ils l'ont mis Ça a dans été la bon sphère pour- financière, Ça a donc été bon pour personne n'en a l'image vu de la France, ça a été bon pour l'image de la France sur les investisseurs internationaux. Comme il nous reste peu de l'image temps. de la France auprès de qui et pourquoi faire. Auprès pour qu'ils viennent investir en France, ça a été très bon pour l'image de la France. En L'ISF tout cas, supprimé Oui. Eh ben alors, pardon de vous dire que je n'en crois pas un mot. Ouais. Les gens raisonnables, non mais écoutez-moi, Attendez, les gens laissez-moi. raisonnables qui sont des propriétaires d'entreprises, qu'est-ce qui les intéresse? C'est pas l'ISF, c'est est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que le carnet de commandes va être plein? Est-ce qu'il y a les ouvriers qui sont capables de faire le boulot? Est-ce qu'il y a la distribution? Tout ça, il y a dans la France. Si vous voulez pas investir en France, allez investir là où il n'y a rien, où il n'y a pas de route, où il n'y a fait pas de des gens emplois. qui sont, Ça fait des emplois. éduqués, où il n'y a pas de sécurité sociale et où les malades meurent au travail. Ce n'est pas vrai. La masse de l'investissement étranger vient en France pour les raisons de la compétitivité globale de la France. Ses routes, son électricité garantie pour l'instant, parce qu'avec la vente des barrages électriques, vous allez bientôt vous marrer. Vous allez voir comment tout ça va Merci. aussi tourner à la catastrophe. Merci Edwige, merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'avoir été aujourd'hui l'invité de BFM Politique. Merci Merci, d'avoir madame. patienté pour cet horaire inhabituel. Oui, mais j'ai vu des jolies voitures pendant une heure, et le Et vous, président qui dit bonjour on aux n'a uns, pas aux vu. autres. On n'a pas Vous vu avez ça. vu qu'il n'y avait pas un seul policier femme? Je sais, j'ai pas. Si, vous l'avez vu. Mais oui, mais les gens n'ont rien. Vous voulez voir un exemple du fait que les gens ne comprennent rien. Ce qui se passe, l'autre jour, il y avait un grand journal quotidien, il est parti, votre collègue, celui de Parisien. Il met 7 personnes gilets jaunes, 7 hommes. Mais oh là, Merci. faut atterrir, faut revenir dans la réalité comme elle est aujourd'hui. Merci Jean-Luc Mélenchon. Vous restez avec nous, bien sûr. On poursuit cette journée spéciale sur BFM TV.